La promesse d'un week-end loin de Paris avait semblé être l'antidote parfait après des mois d'heures supplémentaires et de stress. Alors que je guidais ma Peugeot 508 sur l'autoroute en direction des Vosges, une sensation d'anticipation envahissait ma poitrine. Maman était assise à côté de moi, tripotant la radio jusqu'à ce qu'elle trouve sa station de rock classique préférée. À l'arrière, ma sœur Mélissa et son mari Thomas partageaient des écouteurs, regardant quelque chose sur une tablette. Et tu sais, Jacques, ça faisait trop longtemps qu'on ne s'était pas tous retrouvés comme ça, dit maman en me tapotant le bras tandis que le panorama de Paris rétrécissait dans le rétroviseur. Avec papa parti et chacun bien occupé par sa vie, le temps en famille est devenu rare. Je hochai la tête, ressentant une douce chaleur d'avoir été celui qui avait organisé ce voyage. Depuis la crise cardiaque de papa l'année dernière, j'avais endossé le rôle de coordinateur familial, celui qui veillait à ce que les fêtes ne soient pas oubliées et les anniversaires célébrés. Ce week-end au refuge des Monts était censé être spécial, une occasion de renouer les liens loin du train-train quotidien. L'endroit a l'air incroyable sur Internet, dis-je en jetant un coup d'œil furtif à Mélissa dans le rétroviseur. Un restaurant noté 3 étoiles sur place, des sentiers de randonnée à perte de vue. Attends de voir la vue depuis les chambres que j'ai réservées. Mélissa sourit, puis échangea un regard rapide avec Thomas dont l'expression m'échappa. Je mis cela sur le compte d'une plaisanterie entre eux. Les 4 heures de route s'écoulèrent agréablement. Nous nous arrêtâmes une fois dans un petit dîner en bord de route à Saint-Denis, où maman avait insisté pour acheter des tartes aux pommes, pour plus tard, tandis que Mélissa racontait des anecdotes sur ses élèves. Elle enseignait en CE2 depuis 5 ans, et ses histoires sur la logique imperturbable d'enfants de 8 ans nous faisaient toujours rire. « Tu te rappelles comme tu voulais être instituteur toi aussi, Jacques ?» demanda maman alors que nous remontions dans la voiture. « Pendant à peine 5 minutes au lycée », répliquai-je en riant. Mon travail en informatique n'était pas exactement passionnant, mais il payait les factures et me laissait suffisamment de flexibilité pour être présent pour la famille. À l'approche des montagnes, le feuillage d'octobre dessinait un patchwork de rouge et d'orange sur le vert profond des pins. Une fierté montait en moi, ce week-end serait parfait. Le GPS nous guida à travers des routes de plus en plus étroites et sinueuses jusqu'à ce que, finalement, nous tournions sur une allée de gravier menant à un refuge en bois rustique niché parmi de grands pins. « Nous y voilà », annonçai-je en me garant dans un espace de stationnement. « Laissez-moi récupérer les sacs pendant que vous admirez la vue. » Les rayons du soleil de fin d'après-midi étiraient de longues ombres sur le parking lorsque j'ouvris le coffre. Thomas resta en retrait tandis que maman et Mélissa se dirigeaient vers l'entrée. « Merci d'avoir conduit », dit-il d'un ton étonnamment formel. « On t'en est vraiment reconnaissant. » Quelque chose dans sa voix me fit hésiter alors que je soulevais le sac de nuit de maman. « Pas de problème. C'est ça, les voyages en famille, non ?» Il hocha la tête et me prit le sac des mains. « Exact. La famille. » À l'intérieur, le refuge était exactement comme le promettait le site web, une cheminée en pierre rugissante dans le hall, des poutres apparentes et d'immenses baies vitrées encadrant la vue sur les montagnes. J'approchai de la réception avec l'email de confirmation affiché sur mon téléphone. « Réservation pour Jacques Benoît », annonçai-je à la réceptionniste, une femme au visage aimable aux cheveux grisonnants et à la carte nominative portant l'inscription « Marthe ». Elle tapa sur son ordinateur et fronça légèrement les sourcils. Je vois une réservation au nom de Benoît, mais pour 3 personnes seulement. Je ris. Il doit y avoir une erreur. C'est pour 4 mamans, ma sœur, mon beau-frère et moi. Les yeux de Marthe passèrent de moi aux membres de la famille rassemblés près de la cheminée, puis de nouveau à son écran. La réservation précise 3 adultes, une chambre avec un grand lit et une chambre avec un lit double. Les 2 avec vue sur les montagnes. Je me tournai vers maman, Mélissa et Thomas, qui nous regardaient désormais avec des expressions mal à l'aise. Il y a eu un quiproquo, lançai-je. Il ne nous compte que pour 3 personnes. Mélissa s'avança, échangeant un regard avec maman qui me glaça le sang avant que je ne réalise pleinement ce qui se passait. « Jacques, dit-elle d'une voix étrangement enjouée, on pensait que tu ne faisais que nous conduire. Tu sais, puisque nous parlions tous de cette escapade en amoureux pour maman et son ami Richard. Il nous attend ici. » Les mots me frappèrent comme un coup physique. « Richard ? L'ami de maman du club de lecture ?
Celui dont elle avait vaguement parlé à 2 reprises? Je ne comprends pas, dis-je, oscillant mon regard entre eux. J'ai organisé ce voyage. J'ai fait les réservations il y a des semaines. Maman s'approcha, le visage masqué par une fausse sympathie qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux. Oh chérie, nous avons changé les plans. Mélissa ne t'en a pas parlé? Richard et moi, ça devient, enfin, c'est notre début officiel ce week-end. Le hall devint soudainement trop chaud, trop encombré. Mais, où suis-je censée rester? Ce fut le moment fatal, l'instant qui allait hanter mes pensées pendant des semaines. Mélissa éclata de rire, un rire léger et désinvolte qui coupait plus profondément que n'importe quelle insulte. Tu n'es que le chauffeur, Jacques. On a supposé que tu rentrerais ce soir. Ça ne te dérange pas, non? Tu es toujours si d'accord avec ces plans. Juste le chauffeur. Ces mots résonnèrent dans mon esprit alors que je restais là, entouré d'inconnus dans le hall, ma famille me regardant d'un air allant de l'amusement léger à la pitié gênée. Toute mon organisation, toute mon excitation à l'idée de passer un moment de qualité ensemble, rien n'avait compté. Thomas, au moins, avait la décence d'avoir l'air embarrassé, fixant ses chaussures comme si elles renfermaient les secrets de l'univers. Maman s'avança et me tapota le bras, le même geste de la voiture me paraissant désormais condescendant plutôt qu'affectueux. Richard Pétou, mon chéri. C'est une très belle attention. Tu comprends, n'est-ce pas? Je regardais par la fenêtre, vers les montagnes baignées par la lumière dorée du coucher de soleil. La vue parfaite que j'avais imaginé partager en famille lors du petit déjeuner du lendemain, les sentiers de randonnée que nous n'explorerions jamais ensemble, les souvenirs que nous ne créerions pas, donc, il n'y a pas de place pour moi, dis-je d'un ton plat, plus déclaration que question. Marthe, la réceptionniste, s'éclaircit la gorge. Nous sommes complets ce week-end, monsieur. La saison des feuilles est notre période la plus chargée. Un homme d'âge moyen, vêtu d'un polo et d'un pantalon de ville, entra alors dans le hall en portant un élégant sac en cuir. Son visage s'illumina dès qu'il aperçut maman. Marguerite, s'exclama-t-il, et maman se retourna, son visage se métamorphosant en un sourire authentique que je n'avais pas vu depuis des années. Richard, répondit-elle en allant l'embrasser. Je restai figé, invisible, tandis qu'il formait un cercle complet, une cellule familiale dont je n'avais manifestement plus la place. Jacques vient de partir, annonça Mélissa à Richard, sans même prendre la peine de me présenter. Il a bien eu la gentillesse de nous conduire jusqu'ici. Richard me jeta un regard rempli d'un intérêt détaché, comme on le ferait envers un chauffeur de taxi. C'était attentionné. 4 heures de route depuis Paris, non? 4 heures, répondis-je machinalement. 4 heures dans chaque sens. Eh bien, dit-il en détournant déjà son attention vers maman, j'apprécie que tu les aies amenés en toute sécurité. Je regardai de nouveau le hall, observant la scène, maman blottie contre Richard, Mélissa et Thomas déjà en pleine discussion sur le dîner, tous ayant dépassé l'instant gênant de mon rejet. La réalisation d'avoir été reléguée au rang de simples notes de bas de page dans leur projet du week-end m'envahit, laissant un vide dans ma poitrine. J'avais toujours été fière de garder mon sang-froid dans les situations difficiles. Lorsque papa est décédé, c'est moi qui avais organisé les funérailles pendant que maman s'effondrait et que Mélissa se renfermait sur elle-même. Quand notre maison d'enfance avait dû être vendue, j'avais trié 40 ans de souvenirs, décidant de ce qu'il fallait garder ou laisser partir. J'avais bâti mon identité en étant celui sur qui l'on pouvait compter, la main ferme en cas de crise. Ce moment, debout au refuge des monts alors que ma famille m'excluait si négligemment de ses plans, mettait cette identité à rude épreuve. Pas de problème, dis-je d'une voix étonnamment posée. J'arrivais même à esquisser un faible sourire, même si mon visage semblait se tendre à l'effort. J'aurais dû vérifier les plans 2 fois. Mélissa sembla soulagée, comme si elle se préparait à une scène. Tu es le meilleur, Jacques. On se rattrapera la prochaine fois. La prochaine fois. Comme s'il y avait une prochaine fois après cela. Richard entamait déjà son enregistrement, exhibant une carte de crédit en platine avec un geste théâtral qui se voulait impressionnant. Maman buvait ses paroles tandis qu'il discutait avec Marthe de la sélection de vins du restaurant. Ils avaient tous tourné la page, l'instant gênant lié à mon rejet étant déjà oublié. Je m'éloignai de quelques pas,
vers les immenses baies vitrées donnant sur les montagnes. Le soleil se couchait désormais, peignant le ciel en orange et rose éclatant qui céderait bientôt la place à l'obscurité. La même obscurité que je devrais traverser seule pour regagner Paris. Mon téléphone vibra dans ma poche, un message de mon ami David. Comment se passe l'escapade familiale? J'imagine que la vue est superbe. David avait été celui qui écoutait mon enthousiasme pour ce voyage pendant des semaines. Il m'avait aidé à chercher les meilleurs sentiers de randonnée, suggéré d'apporter des jeux de société pour le jour de pluie inévitable en montagne. Que lui raconterais-je maintenant? Au lieu de répondre, je feuilletais mes contacts jusqu'à tomber sur un autre nom, Sarah. Ma cousine du côté paternel, la seule parente qui était restée en contact de manière régulière après les funérailles, celle qui s'était inquiétée pour moi alors que tout le monde se focalisait sur la peine de maman. Sarah vivait à Rouen, à moins d'1 heure de là où je me trouvais désormais. Je sortis sur la véranda entourant le refuge avant de passer l'appel, ayant besoin d'air frais et d'intimité. Le froid montagnard perça immédiatement ma veste légère, mais il clarifiait mes pensées. Sarah décrocha au 3e son. Jacques? Quelle surprise! Tu n'es pas en train de profiter de cette escapade familiale que tu avais organisée? Le son de sa voix chaleureux, sincèrement ravi de m'entendre, faillit briser ma contenance. Je pris une grande bouffée d'air parfumé au pain avant de répondre. Changement de programme. Il s'avère que je n'étais qu'un service de chauffeur. Quoi? Tu veux dire? Je lui exposai la version condensée, adoptant un ton factuel malgré la révélation de l'humiliation que je venais de subir. Ces sacrés imbéciles, dit Sarah dès que j'eus fini. Il n'y avait aucune sympathie forcée dans sa voix, juste une indignation justifiée pour moi. Où es-tu? Toujours au refuge. J'essaie de trouver quelle sera ma prochaine démarche. Ta prochaine étape, c'est de venir ici, répondit-elle sans hésiter. Benjamin est en déplacement pour une conférence ce week-end, alors j'ai la chambre d'amis de libre. C'est à 45 minutes d'ici. J'hésitais, ne voulant pas déranger. Je pourrais simplement retourner à Paris. Jacques Benoît, tu n'es pas censé conduire 4 heures dans le noir après l'avoir traité ainsi. Viens ici, dîne avec moi, passe la nuit dans un lit confortable, et nous arrangerons les choses. Je prépare des pâtes de toute façon. Le nœud dans ma poitrine se desserra légèrement. Une sauce maison? La recette de papa. Celle avec le vin rouge et la saucisse que tu adores. Pour la première fois depuis mon arrivée au refuge, je ressentis autre chose que du choc et de l'humiliation. J'arrive dans 1 heure. J'ouvrirai une bouteille de vin. Je raccrochai en me sentant plus stable, avec un horizon qui n'était plus seulement celui de la fuite. Je me retournai pour aller dire au revoir, et trouver Thomas dans l'encadrement de la porte, m'observant. « Tout va bien ?» demanda-t-il, affichant la gêne. Je hochai la tête. Juste en train de prendre mes dispositions. Il traîna des pieds, jetant un coup d'œil vers le hall où les autres étaient encore occupés à l'enregistrement. « Écoute, je suis désolé pour tout ça. Ce n'était pas mon idée. » À qui était-ce, alors, demandai-je, sincèrement curieux. Il soupira. C'est Richard qui poussait pour cette escapade en amoureux. Et Mélissa, tu sais comment elle devient quand elle pense pouvoir aider maman à aller de l'avant. Je le savais. Bien. Ma sœur s'était autoproclamée coach de récupération de maman après le départ de papa, la poussant sans cesse à retourner à la vie et à se remettre en selle, comme si le deuil avait une échéance. Comme si la réticence de maman à sortir avec quelqu'un était une défaillance plutôt qu'une réaction naturelle à la perte de son compagnon de 35 ans. Et c'est bon, dis-je, même si ce n'était pas le cas. J'ai une destination. Thomas semblait soulagé, désireux de se décharger de toute culpabilité. C'est parfait. Et merci encore pour la conduite, ça nous a évité de louer une voiture. La confirmation désinvolte de m'avoir utilisé me piqua, mais je gardai une expression neutre. Heureux d'avoir pu aider. Les mots sortirent plus secs que je ne l'aurais voulu, et Thomas parut sur le point de se rétracter. Je passai devant lui pour rejoindre le hall, où maman présentait maintenant Richard à Mélissa, comme s'ils ne s'étaient pas déjà rencontrés maintes fois. Ils riaient de quelque chose, leurs éclats se répercutant sur les hauts plafonds en bois.
Je restai un moment, les observant de loin, voyant ma famille comme un étranger. Ils avaient l'air heureux, impatients de vivre ce week-end. Maman souriait d'une manière que je n'avais pas vue depuis avant que papa ne tombe malade. Mélissa était animée, gesticulant comme lorsqu'elle était véritablement investie, et Richard. Richard avait l'air de trouver sa place parmi eux, le bras nonchalamment posé sur l'épaule de maman, sûr de lui et à l'aise. J'étais l'exclu, celui qui n'avait plus sa place dans l'image qu'ils essayaient de créer. Marthe attira mon regard depuis le comptoir et me fit un sourire compatissant. Elle avait assisté à toute cette scène gênante et semblait comprendre exactement ce qui venait de se passer. Je lui fis un signe de tête avant de m'avancer vers le groupe familial. « Je pars », dis-je en interrompant leur conversation. « Passez un bon week-end. » Maman se retourna, apparemment surprise de me voir encore là. « Oh, Jacques. Tu es sûr de ne pas vouloir rester pour dîner avant de repartir ? Leur restaurant est excellent. » L'invitation paraissait clairement être un après-coup, n'est plus d'un sentiment d'obligation que d'un désir sincère. J'imaginais déjà la scène assis à une table avec eux, regardant Richard charmer maman, écoutant Mélissa monopoliser la conversation, me sentant comme une roue de secours embarrassante. « Non merci. J'ai un rendez-vous », dis-je. La satisfaction de prononcer ces mots me surprit, voyant dans leur regard une lueur de curiosité. « Un rendez-vous ? Ici », s'exclama Mélissa, incapable de cacher sa surprise. « Je dîne chez Sarah. Elle habite près d'ici. »« Sarah ? Tu veux dire cousine Sarah ?» fronça maman légèrement. « Je ne savais pas que vous étiez en contact. »« On se parle chaque semaine », dis-je, ce qui était vrai, même si je ne l'avais jamais mentionné auparavant. Le côté paternel avait toujours été secondaire pour maman, surtout après le départ de papa. Elle m'attend pour dîner. Eh bien, c'est sympa, répondit maman, visiblement déstabilisée par cette information. Transmets-lui nos salutations. Je hochai la tête, sans intention de jouer le facteur. Je ferai ça. Je dois y aller. Passez un bon week-end. Je me tournai vers Richard, lui tendant la main de manière professionnelle. Enchanté. Il serra ma main, d'une prise ferme. Pareillement. Conduis prudemment. Je fis un dernier signe à ma famille et sortis, sentant leurs regards se poser sur mon dos sans jamais me retourner. L'air montagnard m'accueillit à nouveau dès que je mis le pied dehors, mais cette fois, j'accueillis le froid qui contrastait avec le détachement calme qui m'avait envahi, formant une barrière protectrice entre ma blessure et le monde. Le gravier crissait sous mes pas alors que je traversais le parking jusqu'à ma voiture, chaque pas m'éloignant un peu plus du rejet que je venais de subir. La soirée d'octobre avait pleinement installé son manteau d'obscurité, les étoiles commençant à scintiller dans le ciel limpide des montagnes. À Paris, la pollution lumineuse aurait effacé la plupart d'entre elles, mais ici, elles brillaient intensément dans le bleu profond. Je m'arrêtai près de ma voiture, les clés en main, prenant un instant pour respirer profondément. L'air était vif, embaumé par les pins et la fumée de bois, si différents des gaz d'échappement citadins. Dans une autre vie, celle que j'avais imaginée, j'aurais passé la soirée à savourer cet air de montagne avec ma famille, peut-être autour du foyer extérieur que j'avais vu sur le site du refuge. Au lieu de cela, je partais avant même d'avoir eu la chance d'explorer les sentiers de randonnée soigneusement recherchés. La pensée apporta une nouvelle vague d'humiliation, que je repoussai en déverrouillant la voiture et en m'installant au volant, une position désormais ironique compte tenu du rejet désinvolte de Mélissa. « Tu n'es que le chauffeur. » Ces mots se répétaient dans mon esprit alors que je démarrais le moteur. L'horloge du tableau de bord affichait 17h47. Si j'avais suivi le plan initial, nous serions en train de nous préparer pour le dîner, nous changeant en vêtements plus habillés après la longue route, impatients du week-end à venir. Je quittai l'aire de stationnement et empruntai la sortie du refuge. Par les baies vitrées, j'aperçus la douce lueur du hall, des silhouettes se mouvant à l'intérieur. Ma famille, déjà en train de s'adapter à mon absence. Déjà parti sans moi. Le GPS de mon téléphone calcula l'itinéraire vers la maison de Sarah à Rouen. 43 minutes, annonça la voix robotique. Je connectai mon téléphone au Bluetooth de la voiture et parcourus mes playlists, finissant par choisir celle que papa et moi avions créée ensemble lors de l'un de ses séjours à l'hôpital.
Du rock classique, la bande-son de sa jeunesse qui avait bercé mon enfance. Alors que Bruce Springsteen entamait un chant sur des jours glorieux, je tournais sur la route principale et laissais derrière moi le refuge des monts. La route à deux voies serpentait à travers une dense forêt, s'ouvrant parfois pour révéler des vallées spectaculaires, maintenant principalement cachées par l'obscurité. Je roulais en pilote automatique, la mémoire musculaire prenant le relais tandis que mon esprit repassait les événements de la journée. Je pensais à la façon décontractée dont maman avait supposé que je retournerais simplement à Paris. 4 heures dans chaque sens, 8 heures de conduite en une seule journée, juste pour les conduire à leur week-end spécial avec Richard. La présomption de leur part me piquait presque autant que l'exclusion elle-même. Ma relation avec maman avait toujours été compliquée. Enfant, j'avais été plus proche de papa, partageant sa passion pour la randonnée et le baseball, tandis que Mélissa était l'ombre de maman, apprenant à cuisiner et à jardiner à ses côtés. Après le diagnostic de papa, j'avais endossé ses responsabilités une par une: réparation à la maison, préparation des impôts, entretien de la voiture. J'avais supposé que c'était temporaire, qu'une fois maman adaptée à son veuvage, notre relation trouverait un nouvel équilibre. Mais cet équilibre n'était jamais venu. Au lieu de cela, le schéma s'était cristallisé: j'étais l'incontournable, le résolveur de problèmes, celui sur qui l'on pouvait compter pour apparaître puis disparaître quand on n'avait plus besoin de lui. La prise de conscience m'apporta une clarté surprenante. Ce n'était pas une dynamique nouvelle, c'était simplement l'expression la plus flagrante d'un schéma qui se formait depuis des années. Et peut-être, juste peut-être, avais-je moi-même joué un rôle en me rendant toujours disponible, en ne disant jamais non, en me définissant par mon utilité pour autrui. La route sinueuse me rappela que je roulais plus vite que ne l'exigeait le parcours. Je desserrai l'accélérateur et pris une profonde inspiration. Un accident viendrait seulement parfaire l'humiliation de la journée. Mon téléphone vibra à nouveau avec un message de Mélissa. « J'espère que tu n'es pas fâché. Appelle-nous dès que tu es rentré pour qu'on sache que tu vas bien. » Ce message était si typiquement Mélissa, préoccupée sans être vraiment désolée, maintenant la fiction que tout allait bien, que ce qui s'était passé n'était qu'un simple malentendu plutôt qu'une véritable trahison de confiance. Je ne répondis pas, me concentrant sur la descente particulièrement abrupte. 20 minutes plus tard, la forêt céda la place à de petites villes puis à des banlieues à l'approche de Rouen. Les rues se peuplaient, les lumières des maisons et des commerces créant des oasis de chaleur dans l'obscurité d'octobre. Les repères familiers du quartier de Sarah commencèrent à apparaître: le lycée sur la droite, l'épicerie bio au coin de la rue, les maisons de style victorien reconverties en appartements. Je n'avais pas rendu visite à Sarah depuis le dernier Noël, lorsque nous nous étions retrouvés à mi-chemin entre nos domiciles pour déjeuner et échanger des cadeaux. Nous parlions souvent, mais nos vies bien remplies nous laissaient rarement nous croiser en personne. Pourtant, elle avait été la première à me venir à l'esprit, et sa réponse immédiate avait été une invitation plutôt qu'une manifestation de pitié. Il y avait là une leçon, je m'en rendis compte. Sur la famille choisie par opposition au lien du sang. Sur les relations que nous entretenons par amour plutôt que par obligation. La maison de Sarah apparut, une petite demeure de style normand avec une cour bien entretenue et des lumières de porche éclairant le chemin. Je me garant dans l'allée derrière son pratique Subaru et éteignis le moteur, m'asseyant un instant dans le silence soudain. Le poids de la journée s'abattit sur moi: la longue route aux attentes mensongères, la scène à l'hôtel, la révélation humiliante, et maintenant ce détour inattendu vers la maison d'une cousine au lieu du week-end familial que j'avais organisé. Pour la première fois depuis mon départ du refuge, je ressentis pleinement la déception et la douleur. Ma vision se troubla légèrement et je clignai des yeux, déterminé à ne pas m'effondrer sur le pas de la porte de Sarah. Un tapotement sur la vitre me fit sursauter. Sarah se tenait dehors, emmitouflée dans un cardigan pour affronter le froid du soir, l'inquiétude se lisant sur son visage. Elle m'ouvrit la portière et je descendis, me redressant pour atteindre ma hauteur. « Tu as fait vite », dit-elle, puis examina mon visage de plus près. « Oh, Jacques !» Elle ouvrit les bras, et je m'engageai dans son étreinte, le contact humain simple effaçant presque la contenance que j'avais patiemment maintenue. « Merci de m'accueillir », parvins-je à dire d'une voix rauque. « Toujours », répondit-elle en se reculant pour me regarder. « Entre, le dîner est prêt, le vin est ouvert, et tu pourras me raconter sans détour ce qui s'est passé. »
Elle me serra le bras avant de me lâcher. Et ensuite, nous verrons la suite. La suite. La phrase planait entre nous alors que je récupérais mon sac de nuit du coffre, celui que j'avais empli de vêtements de randonnée et de jeux de société qui allaient désormais rester inutilisés. Le sac symbolisait toutes mes attentes mal placées pour le week-end. La maison de Sarah était exactement comme je m'en souvenais, des murs peints dans des tons chauds de terre, des étagères débordant de livres, un mobilier confortable disposé pour favoriser la conversation plutôt que la télévision. L'odeur d'ail et de tomates emplissait l'air, mêlée à celle du pain frais et aux subtiles notes d'un bon vin rouge. « Dépose tes affaires où tu veux », m'appela Sarah par-dessus son épaule en se dirigeant vers la cuisine. « Sens-toi chez toi. » Je restais dans le salon, observant les photos de famille accrochées au mur dont plusieurs montraient papa dans sa jeunesse, en randonnée dans les monts d'Auvergne ou en train d'apprendre à Sarah et à moi l'art de la pêche au bord de son lac préféré en Bretagne. Des photos que maman avait rangées après les funérailles, incapable de supporter les rappels visuels de sa perte. « Il serait fier de toi, tu sais », murmura Sarah en revenant avec 2 verres de vin. Elle m'entendit. Pour tout ce que tu as supporté cette année. Pour avoir pris soin de maman et de Mélissa. J'acceptai le verre, incapable de soutenir son regard. Je ne suis pas sûre. Pas après aujourd'hui. Surtout après aujourd'hui, répliqua-t-elle. Tu as su garder ta dignité dans une situation impossible. C'est du pur héritage de l'oncle Robert. La comparaison avec mon père fit monter une boule dans ma gorge. Je pris une gorgée pour la masquer, la saveur riche recouvrant ma langue, exactement celle que papa se permettait d'utiliser pour les occasions spéciales. Je vais te montrer la chambre d'amis, dit Sarah, percevant mon besoin d'un instant de répit. Ensuite, nous mangerons et tu pourras tout me raconter ou rien du tout, selon ce dont tu as envie ce soir. En la suivant dans le couloir, je sentis quelque chose se transformer en moi, non pas la guérison de la blessure, mais la reconnaissance qu'il existait d'autres chemins, d'autres liens qui comptaient, d'autres façons de définir la famille au-delà de celles dictées par le sang. Dehors, dans l'obscurité, les montagnes que j'attendais tant d'explorer se dressaient toujours, immuables face aux événements de la journée. Elles seraient là demain, après-demain, et tous les jours à venir. Je pourrais toujours les rejoindre, juste pas de la manière que j'avais prévue. La table à manger de Sarah n'avait rien à voir avec celle de mon enfance. La nôtre avait été formelle, réservée aux fêtes et occasions spéciales, avec la belle vaisselle de maman et des règles strictes concernant les coudes et les serviettes. Celle de Sarah était une pièce de ferme patinée, marquée par des anneaux d'eau et des éclaboussures de peinture, décontractée et accueillante. Nous nous assîmes l'un en face de l'autre, des assiettes de pâtes entre nous, la vapeur s'élevant dans l'arôme riche des tomates et des herbes. Sarah versa encore du vin et attendit, me laissant l'espace de commencer quand je me sentirais prêt. J'avais toujours apprécié sa patience, sa capacité à laisser le silence s'instaurer. Je pense sans cesse à papa, dis-je enfin, en enroulant des pâtes autour de ma fourchette. À ce qu'il aurait pensé de tout ça. Sarah hocha la tête. Il aurait détesté te voir traiter ainsi. Mais il aurait compris que maman devait avancer, rétorquai-je, sentant le besoin d'être juste malgré tout. Il disait toujours qu'il ne voulait pas qu'elle reste seule si jamais quelque chose lui arrivait. Avancer, c'est une chose. Te traiter comme une réflexion après coup, c'en est une autre. La franchise de Sarah était rafraîchissante après tant d'années à contourner les sentiments de maman. L'oncle Robert n'aurait pas laissé passer ça. Elle avait raison. Papa avait toujours été à la fois tendre et direct, ne laissant jamais une mauvaise conduite passer, même de la part de ceux qu'il aimait le plus. Je me demandais quand nous avions tous oublié cette facette de lui, quand préserver le fragile bonheur de maman était devenu l'unique préoccupation de la famille. Mon téléphone vibra à nouveau, affichant le nom de Mélissa. Je le mis en silencieux sur la table. « Il t'envoie des textos ?» demanda Sarah, levant un sourcil. « Juste Mélissa, pour vérifier que je ne suis pas en colère. » Je posai le téléphone face cachée. Sarah renifla. « Bien sûr. » Comme si être en colère serait déraisonnable. Nous mangeâmes en silence pendant quelques minutes, le repas offrant un réconfort que les mots ne pouvaient exprimer. Sarah avait hérité du talent culinaire de papa ainsi que de son charme, la sauce étant parfaitement équilibrée entre acidité et richesse.
J'étais à mi-parcours de mon assiette quand mon téléphone se mit à vibrer sans cesse. Ce n'était plus des textos mais un appel. Tu peux répondre, dit Sarah. Ça ne me dérange pas, je secouai la tête. C'est juste Mélissa. Elle peut attendre. Mais le téléphone ne cessait pas de sonner. À la 4e sonnerie consécutive, Sarah fronça les sourcils. Ça devient excessif, même pour ta sœur. À contre-séhure, je décrochai. Ce n'était pas Mélissa cette fois, mais maman. Et avant même, 2 appels manqués de Thomas. Un malaise se fit sentir au fond de moi. Il y a un problème, dis-je en me levant pour prendre le prochain appel. Maman. Sa voix arriva, haletante et paniquée. Jacques. Oh, mon Dieu. Où es-tu? On t'a cherché pendant presque 1 heure. En arrière-plan, je pouvais distinguer plusieurs voix, pas seulement celle de Mélissa ou de Thomas, mais d'autres, qui semblaient officielles. Je suis chez Sarah. Qu'est-ce qui se passe? C'est Richard, sanglota maman. Il s'est effondré pendant le dîner. On dit que ce serait son cœur. Sa voix se brisa, et Mélissa se joignit à l'appel. Jacques, nous sommes au centre hospitalier des Vosges, dit ma sœur, son assurance habituelle éclipsée. L'ambulance nous a amenés il y a environ 40 minutes. Maman s'effondre, et je ne sais pas quoi faire. L'ironie ne m'échappa pas. Être exclu de leur plan pour être aussitôt rappelé d'urgence lorsque tout tourne mal. Mais sous ma peine persistante, la préoccupation monta. Les crises cardiaques faisaient désormais partie de notre quotidien depuis la longue maladie de papa. Est-il stable, demandai-je, fort de mes années passées au rendez-vous en cardiologie avec papa, apprenant quelles questions poser. On ne nous en dit pas beaucoup. Juste qu'il est en condition critique. La voix de Mélissa se fit plus basse. Jacques, il n'a pas de famille près de lui. Maman est indiquée comme personne à prévenir en cas d'urgence, mais comme ils ne sont pas mariés, elle n'a aucun droit légal. On nous interroge sur le plus proche parent, sur les décisions médicales. Elle s'interrompit, l'implication étant évidente. Il y a quelques heures, j'étais juste le chauffeur. Maintenant, on avait besoin de moi pour gérer une crise médicale qui résonnait cruellement avec les derniers mois de papa. Envoie-moi l'adresse par texto, dis-je en échangeant un regard inquiet avec Sarah. Je serai là dès que possible. Je raccrochai, m'enfonçant dans ma chaise, oubliant les pattes devant moi. Richard a fait un infarctus pendant le dîner. Ils sont à l'hôpital. Maman s'effondre. Sarah ne demanda pas si j'allais y aller, elle se leva simplement et commença à débarrasser la table. Je vais ranger ça pour plus tard. Tu auras besoin des directions pour l'hôpital. Sa gentillesse pragmatique me toucha presque. Désolée pour le dîner. Elle écarqua mes excuses. En cas d'urgence familiale, le dîner passe au second plan. D'ailleurs, ça se réchauffe bien. Elle s'arrêta, scrutant mon visage. Tu es vraiment d'accord pour y aller? Après tout ce qui s'est passé? C'était une question légitime. Une petite partie de moi blessée voulait dire à Mélissa de s'en occuper, laisser maman affronter cette crise sans le fils qu'elle avait si facilement rejeté plus tôt. Mais je savais que je ne le ferais pas. Non seulement parce que c'était la bonne chose à faire, mais parce que fuir n'était pas dans mes principes. J'y vais, dis-je. Mais je ne fais pas comme si de rien n'était. Sarah hocha la tête, comprenant parfaitement. Très bien. Garde tes limites. Et appelle-moi dès que tu peux, pour me tenir au courant. 15 minutes plus tard, j'étais de retour dans ma voiture, le GPS me guidant vers l'hôpital de Neuville. Les routes de montagne étaient exigeantes en plein jour, dans l'obscurité, elles demandaient toute mon attention, laissant peu de place aux émotions complexes qui tourbillonnaient en moi. J'étais à 8 km de l'hôpital lorsque mon téléphone se connecta automatiquement au Bluetooth de la voiture. Jacques. La voix de maman emplit l'habitacle, brute et emplie de larmes. Où es-tu? Je serai là d'ici une dizaine de minutes, répondis-je en négociant un virage serré. Comment va Richard? Ils l'ont emmené en chirurgie, dit-elle, un hoquet perçant ses mots. Quelque chose à propos d'un blocage. Tout s'est passé si vite. Une minute on commandait le dessert, la suivante il se tenait la poitrine et ne pouvait plus respirer. Elle se brisa à nouveau,
ses sanglots résonnant dans les haut-parleurs de la voiture. Je serrai le volant, les souvenirs de l'hospitalisation finale de papa surgissant. Maman, Mélissa est-elle avec vous? Oui, mais elle est partie appeler le fils de Richard à Chicago. Ils essaient de le joindre pour prendre des décisions. Sa voix se fit à peine audible. Jacques, je ne peux pas perdre quelqu'un d'autre de cette façon. Je ne peux pas, la peur nue dans sa voix fit disparaître une partie de mon ressentiment. Quoi qu'il en soit, sa douleur était désormais réelle et terriblement familière. Tu ne seras pas seule, maman. J'arrive. 7 minutes plus tard, je me garantis dans le parking de l'hôpital, trouvant rapidement une place dans l'aire des visiteurs presque déserte. Le centre hospitalier des Vosges était un petit établissement régional, bien différent des complexes médicaux parisiens où papa avait passé ces derniers mois. L'entrée des urgences était clairement indiquée, ses portes automatiques s'ouvrant sur un hall d'accueil calme. Mélissa me repéra la première, se levant d'un fauteuil en vinyle dans un coin de la salle d'attente. Son maquillage était en bataille, ses yeux cernés par les pleurs. Maman était assise à côté d'elle, paraissant frêle sous la lumière crue des néons, tenant un gobelet de café douteux. Jacques, dit Mélissa, le soulagement perceptible dans sa voix. Merci d'être venu. Je m'approchai, conscient de la distance qui se creusait alors qu'elle n'existait pas ce matin. Maman leva les yeux, son visage se décomposant à ma vue. Elle se leva titubante, et je me surpris à ouvrir les bras instinctivement, la laissant s'effondrer contre ma poitrine en sanglots. Je ne pensais pas que tu viendrais, murmura-t-elle contre mon épaule. Après ce qu'on t'a fait. Cette simple reconnaissance m'étonna, perçant les couches de ma douleur. Je ne dis rien, me contentant de la tenir pendant qu'elle pleurait, échangeant un regard avec Mélissa par-dessus la tête de maman. Ma sœur fit un signe de « je suis désolée » de ses lèvres, son expression sincèrement contrite. Thomas apparut au bout d'un couloir, portant d'autres gobelets. Il s'arrêta net en me voyant, la surprise et le soulagement se mêlant sur son visage. « Tu es là » dit-il en posant le café. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais. »« Moi non plus » répondis-je honnêtement, tout en soutenant le poids de maman. Un médecin émergea alors par une porte battante, vêtu d'une blouse et arborant une expression grave. Maman se détacha immédiatement de moi, se tournant vers lui avec un espoir désespéré. « Madame Benoît » demanda-t-il en jetant un coup d'œil au clipoir. « Mademoiselle Harper » corrigea automatiquement maman. « Je suis Marguerite Harper. »« Richard, enfin, nous sommes ensemble. » Le médecin hocha la tête, son expression s'adoucissant quelque peu. « Monsieur Ellis est en chirurgie. L'équipe cardiaque travaille à poser un stent dans une artère obstruée. La procédure devrait durer environ 1 heure, puis il sera transféré en soins intensifs pour surveillance. »« Sera-t-il d'accord » demanda maman d'une voix faible. « Nous faisons tout ce que nous pouvons » répondit le médecin, une réponse neutre que j'avais déjà entendue avec papa. « Avez-vous réussi à joindre sa famille ? Il y aura des décisions à prendre, et légalement. » « Son fils est en route depuis Chicago » intervint Mélissa. « Il devrait être là demain matin. » Le médecin acquiesça. « C'est rassurant. Je reviendrai vous tenir informé dès la fin de l'intervention. » Il hésita puis ajouta doucement, « Il y a une chapelle au rez-de-chaussée si cela peut vous aider. » Après son départ, un silence gêné s'installa entre nous. Tous les ressentiments plutôt semblaient désormais dérisoires face à l'urgence de la vie, bien qu'il n'ait pas disparu. Il se reflétait dans la manière dont Mélissa évitait mon regard, dans les regards coupables que Thomas me lançait, dans l'étreinte désespérée de maman, comme si elle craignait que je ne disparaisse si elle me lâchait. Mon téléphone vibra de nouveau avec un texto de Sarah. « Tout va bien ?» Je répondis d'une main seule, « Chirurgie pour artère bloquée. En attente maintenant. » Sa réponse fut immédiate, « La chambre d'amis est toujours à toi quand tu en as besoin. Je t'aime, cousine. » Ce message simple fut une bouée, un rappel que quoi qu'il arrive, j'avais un refuge. Quelqu'un de mon côté. Cela me donna la force de m'installer dans un fauteuil inconfortable en attendant ce qui promettait d'être une nuit interminable. Le temps à l'hôpital semble s'étirer et se contracter de manière imprévisible. Les minutes se traînent en attendant des nouvelles, puis s'envolent quand il faut assimiler des informations critiques.
J'avais appris cela lors de la maladie de papa, et la sensation était tout aussi déstabilisante. Nous attendions depuis près de 2 heures quand maman finit par s'endormir, sa tête reposant maladroitement contre le mur. Thomas était parti chercher des couvertures, nous laissant Mélissa et moi seuls dans la petite salle d'attente. Elle tripotait sa bague de fiançailles, la faisant tourner autour de son doigt. « Tu veux un café ? Il est affreux, mais au moins il est chaud. » Je secouai la tête. « Ça va, merci. » Le silence s'étira entre nous, chargé de non-dits. Enfin, Mélissa soupira, repoussant ses cheveux de son visage, un geste si semblable à celui de maman que cela me surprit. « Je suis vraiment désolée pour aujourd'hui, Jacques. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. » « Comment ça, ça n'aurait pas dû se passer ?» demandai-je à voix basse pour ne pas réveiller maman. Mélissa paraissait honteuse. « Tu aurais dû savoir avant qu'on arrive. Je devais parler à maman le week-end dernier pour t'expliquer que Richard voulait organiser cette escapade en amoureux. » Elle détourna le regard. « Mais elle a paniqué en pensant à ta réaction, et je n'ai jamais trouvé le bon moment. Alors tu m'as laissé conduire 4 heures en pensant que j'étais inclus dans le week-end. » J'ai essayé d'en parler dans la voiture, se défendit-elle. Mais maman était là, et tu étais si enthousiaste à propos des sentiers et de tout ça. Je ne voulais pas briser ta bulle. Pourtant, tu n'as pas hésité à me dire que je n'étais que le chauffeur, une fois arrivé. Elle grimaça. Ce n'était pas ce que je voulais dire. Ça a mal tourné. Que voulais-tu dire alors ? Avant qu'elle ne puisse répondre, Thomas réapparut avec 2 fines couvertures d'hôpital. Il en drapa une délicatement sur maman avant de tendre l'autre à Mélissa. Ses yeux passaient de l'un à l'autre, conscient de la tension. « Ça va ?» demanda-t-il avec hésitation. « On essaie de clarifier les choses », répondis-je en me levant. « Je vais chercher un peu d'eau. » Les couloirs de l'hôpital étaient calmes à 7 heures, les lumières tamisées pour respecter le rythme naturel du jour et de la nuit. Je suivis les panneaux jusqu'à une petite cafétéria, désormais fermée mais équipée de distributeurs automatiques. En insérant quelques billets pour une bouteille d'eau, mon téléphone vibra à nouveau. Un numéro inconnu, ici Pierre Ellis, le fils de Richard. Mélissa m'a donné ton numéro. J'atterris à 5h30 du matin. Tu peux me tenir au courant de l'état de mon père ? Je restai un instant stupéfait que Mélissa lui ait donné mon contact au lieu du sien. M'éloignant du distributeur, je composai le numéro au lieu de répondre par texto. Pierre décrocha aussitôt. Allô ? Pierre, ici Jacques Benoît. J'ai reçu ton message à propos de ton père. Merci d'avoir appelé. Sa voix était plus grave que je ne l'avais imaginé, empreinte d'un calme déconcertant pour la situation. Je suis à l'aéroport d'Orly, en attente de ma correspondance. Comment va-t-il ? Je lui donnai les informations toujours en chirurgie, un blocage majeur nécessitant un stent, critique mais stable selon les dernières nouvelles. Le médecin a mentionné qu'il pourrait avoir besoin de la famille pour certaines décisions, ajoutai-je. Ma sœur a dit que tu serais là demain matin. C'est le plan. Un silence suivit, puis, je comprends que tu ne fais pas vraiment partie de la famille. Mélissa a expliqué que tu étais son frère, mais que tu n'avais rencontré mon père qu'au moment de l'enregistrement à l'hôtel. C'est exact, confirmai-je, appuyé contre le mur. Je ne l'ai vu que brièvement lors de l'enregistrement. Un autre silence. Alors pourquoi es-tu celui qui prend mon appel à minuit ? Où est Marguerite ? La question me plaça dans une situation étrange, devant devoir expliquer une relation que je ne connaissais que depuis quelques heures. Maman est là, mais elle est épuisée. Elle s'est endormie il y a environ 1 heure. Mélissa a pensé qu'il valait mieux ne pas la réveiller. Ce n'était pas un mensonge flagrant, mais cela omettait que Mélissa avait fait de moi son point de contact sans me consulter. Je vois, dit Pierre d'un ton qui montrait bien qu'il ne voyait pas les choses de la même manière. Et quelle est exactement la relation de mon père avec ta mère ? Mélissa est restée vague sur le sujet. Je me retrouvais à devoir expliquer une relation que je découvrais à peine. Ils se fréquentent depuis quelques mois, je crois. Ce week-end devait être spécial pour eux. J'hésitai, puis ajoutai, je n'en sais pas plus, honnêtement.
On dirait que nous sommes dans le même bateau, répliqua Pierre sèchement. Papa disait qu'il voyait quelqu'un à Paris, mais je n'imaginais pas que c'était au point d'en faire son contact d'urgence. Ces mots firent écho à ma propre prise de conscience. Richard restait un mystère pour son propre fils, tout comme pour moi. Nous étions tous deux en marge de cette relation naissante entre nos parents. Ça fait combien de temps que tu vois ton père, demandai-je, la curiosité l'emportant sur les convenances. 3 ans, à peu près, répondit-il sans se défendre, avec une résignation factuelle. On se parle pendant les fêtes, on échange quelques mails de temps en temps. Il a déménagé à l'Est après le décès de ma mère, il avait besoin d'un nouveau départ. Pour ma part, je suis restée à Chicago avec ma femme et mes enfants. La similitude avec ma propre situation ne m'échappa pas, mon père est décédé l'année dernière, lui aussi d'une crise cardiaque. Désolé d'entendre ça, dit Pierre, sa voix sincère. C'est une épreuve terrible. Oui, pris-je une grande inspiration. Écoute, dès que tu arrives, je pourrai t'aider à naviguer dans les démarches hospitalières. J'ai acquis pas mal d'expérience avec papa. J'apprécierais beaucoup, dit-il, alors qu'un appel imminent se faisait entendre en arrière-plan. C'est mon appel d'embarquement. Envoie-moi un texto si quelque chose change avant mon arrivée, d'accord ? D'accord. Je raccrochai et restai un instant dans la cafétéria silencieuse, repensant à la connexion étrange que je venais d'établir avec le fils de Richard. Il y avait quelque chose d'étrangement réconfortant à parler avec quelqu'un qui comprenait la position unique d'être l'adulte d'un parent en crise, le renversement des rôles, la responsabilité mêlée d'amour et d'obligation qui guidait nos actions. De retour dans la salle d'attente, Thomas s'était endormi sur une chaise, la bouche légèrement entr'ouverte. Mélissa, éveillée, faisait défiler son téléphone avec des yeux fatigués. Elle leva les yeux lorsque je m'approchai. « C'était bien le fils de Richard que tu parlais ?» demanda-t-elle. Je hochai la tête, m'installant à nouveau dans un fauteuil. Il appelait pour une mise à jour. « Pourquoi lui as-tu donné mon numéro au lieu du tien ?» Elle rougit légèrement. « Tu es meilleure avec les questions médicales. Après papa, tu savais toujours quoi demander. Et je pensais que ça t'occuperait, que cela montrerait qu'on avait vraiment besoin de toi ici. » Cette confession me surprit. Mélissa ne reconnaissait jamais ses propres manipulations, préférant faire croire que ses actions étaient toujours simples et bien intentionnées. « Tu as besoin de moi » dis-je doucement. « Mais pas seulement lors d'une crise. » Elle baissa les yeux. « Je sais. On profite de ta fiabilité. Ce n'est pas juste. » Elle jeta un regard vers maman endormie. Elle abuse plus que quiconque, et je la laisse faire parce que c'est plus facile que de lui résister. Pour la première fois dans notre relation d'adulte, ma sœur reconnaissait les dysfonctionnements qui avaient longtemps marqué notre dynamique familiale. Ce n'était pas une excuse totale, ni un effacement complet de la douleur plutôt, mais c'était un début, une fissure dans la façade, un aperçu d'un possible changement. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de Richard avant ?» demandai-je. « Avant aujourd'hui, je veux dire. Tu devais savoir qu'ils étaient sérieux. » Mélissa fit tourner sa bague une fois de plus. Maman m'avait demandé de ne pas en parler. Elle disait que tu peinais encore à accepter l'absence de papa, que tu n'étais peut-être pas prêt à la voir avec quelqu'un de nouveau. Elle me regarda droit dans les yeux. Est-ce qu'elle avait raison ? La question me frappa plus fort que je ne l'avais imaginé. Avais-je gardé le souvenir de papa au point que maman se sentait incapable d'avancer ? Mon deuil avait-il empêché son bonheur ? Je ne sais pas, admis-je. J'aurais voulu le découvrir par moi-même, au lieu d'être pris au dépourvu. C'est juste, acquiesça Mélissa, son téléphone vibrant à nouveau. Elle jeta un dernier coup d'œil à l'écran avant de reprendre avec une urgence renouvelée. C'était l'infirmière. Richard est sorti de chirurgie et le médecin veut nous parler. Nous réveillâmes doucement maman, qui, malgré sa confusion, retrouva rapidement son alerte anxieuse en se souvenant de l'endroit où nous étions. Thomas émergea plus lentement, clignant des yeux, encore désorienté. « Y a-t-il des nouvelles ?» demanda maman, agrippant le bras de Mélissa. « Il est sorti de chirurgie » lui répondis-je en l'aidant à se lever. « Le médecin arrive pour nous en parler. » Les 30 minutes suivantes se déroulèrent dans un flou de termes médicaux et d'optimisme prudent.
L'intervention avait réussi à poser un stent dans l'artère bloquée de Richard. Il était stable, mais resterait en soins intensifs pendant au moins 24 heures pour être surveillé de près. L'équipe cardiaque s'inquiétait des dommages potentiels aux muscles cardiaques, mais il était trop tôt pour évaluer l'ampleur. « Puis-je le voir » demanda maman, les mains tremblantes. Le médecin, différent de celui rencontré précédemment, plus jeune mais avec la même compassion mesurée, hocha la tête. Brièvement. Il est encore sous sédation post-opératoire, mais entendre une voix familière peut aider. Un seul visiteur pour l'instant. Maman se tourna vers moi, l'angoisse se lisant sur son visage. Jacques, viens avec moi. Je ne pense pas pouvoir le faire seul. Sa demande me prit de court. Après m'avoir exclu si complètement de sa nouvelle relation, elle voulait désormais ma présence pour la soutenir face à la vulnérabilité de Richard. Avant que je puisse répondre, le médecin intervint. Je suis désolé, mais la politique de l'hôpital autorise vraiment un seul visiteur à la fois en soins intensifs. La poigne de maman se resserra autour de mon bras. S'il te plaît, Jacques. Marche avec moi jusqu'à la porte. Je ne peux pas. Là, elle s'arrêta, les larmes menaçant de refaire surface. Je hochai la tête, posant ma main sur la sienne. Bien sûr. Alors que nous suivions le médecin à travers une série de corridors, maman se laissait lourdement appuyer sur mon bras, son précédent rejet semblant oublié dans sa peur. Arrivée aux doubles portes menant à l'unité de soins intensifs, maman s'arrêta soudain, se tournant vers moi avec une clarté inattendue dans les yeux. Je ne t'ai jamais parlé de Richard parce que j'avais peur. Peur de quoi ? Demandai-je, sincèrement perplexe. Peur que tu vois ce que tout le monde a toujours vu, murmura-t-elle. Qu'il te rappelle papa. Sa façon de rire, sa passion pour la randonnée et le baseball, même sa façon de boire son café. Elle baissa les yeux. Je pensais que tu dirais que j'essayais de remplacer papa, ou que je ne pouvais pas lâcher prise. La révélation me laissa sans voix. Tout ce temps, j'avais supposé que la nouvelle relation de maman signifiait qu'elle passait à autre chose après papa. Au lieu de cela, elle cherchait des échos de lui, tentant de retrouver une parcelle de ce qu'elle avait perdu. L'aube se leva sur les Vosges dans un voile d'or pâle, projetant de longues ombres sur le parking de l'hôpital. Je restai près de l'entrée principale, un café à la main, observant les montagnes renaître de l'obscurité. J'étais éveillée depuis plus de 24 heures, dans un état d'épuisement qui rendait tout un peu irréel, les contours adoucis et la pensée ralentie. Derrière moi, l'hôpital poursuivait son rythme implacable, changement d'équipe, bip des moniteurs, conversation feutrée au poste infirmier. Richard avait survécu à la nuit, son état passant de critique à grave mais stable. Maman avait finalement été convaincue de s'allonger dans la salle d'attente familiale, tandis que Mélissa veillait auprès d'elle. Thomas était reparti au refuge pour rassembler les affaires de tout le monde, le week-end romantique s'étant irrémédiablement transformé en veille médicale. Et moi, j'étais dehors, attendant l'arrivée de Pierre-Élise depuis l'aéroport. Son texto était arrivé il y a 20 minutes, je viens d'atterrir à Albany. Je prends une voiture de location. À l'hôpital d'ici 7 heures. Je n'avais jamais rencontré cet homme, et pourtant je ressentais une étrange affinité avec lui. Nous étions tous deux des fils façonnés par nos pères, le sien toujours présent jusqu'à la fin, le mien désormais parti tous deux piégés dans des dynamiques familiales que nous n'avions pas créées mais dont nous ne pouvions nous défaire. Une compacte argentée entra dans le parking, avançant prudemment comme si le conducteur vérifiait les numéros des bâtiments. Je levai la main en signe d'interrogation, et la voiture se dirigea vers moi pour se garer dans un espace visiteur à proximité. L'homme qui en sortit n'était rien de ce que j'avais imaginé. Je m'étais figuré quelqu'un ressemblant à Richard d'âge moyen, légèrement corpulent, avec cette assurance décontractée. Au lieu de cela, Pierre-Élise était grand et mince, plus proche de mon âge que celui de son père, portant des lunettes à monture sombre et un sac messager en bandoulière. Il me reconnut et s'avança, me tendant la main. « Jacques Benoît ?»« C'est moi », répondis-je en serrant sa main. « Merci d'être venu si rapidement. » Le sourire de Pierre était à la fois crispé et sincère. « Merci d'être là. Comment va-t-il » Je lui fis part des dernières nouvelles en simplifiant le jargon appris lors de la maladie de papa, expliquant les moniteurs et les médicaments dans des termes accessibles. Pierre écoutait avec attention,
posant parfois des questions qui révélaient sa propre familiarité avec le vocabulaire médical. « Tu as déjà fait ça ?» constatai-je alors que nous attendions l'ascenseur. Il hocha la tête. « La mère de ma femme. Cancer du pancréas, il y a 2 ans. Une descente longue et douloureuse. Je suis désolé. » « La vie continue, dit-il simplement. Et où est Marguerite ? Je devrais me présenter avant de voir mon père. Je le conduisis à la salle d'attente familiale, où maman s'était réveillée, se peignant les cheveux en bataille pendant que Mélissa l'aidait à replier la couverture. Elles levèrent les yeux à notre entrée, le visage de maman passant de la confusion à la reconnaissance en découvrant les traits de Pierre. « Tu lui ressembles tellement », murmura-t-elle doucement. « Surtout les yeux. » Pierre sourit, la ressemblance devenant alors évidente. « On me l'a déjà dit. Vous devez être Marguerite. Je suis Pierre Ellis. » Maman se leva, tendant la main avec la grâce sociale qui avait marqué mon enfance. « Enchantée de te rencontrer, même si j'aurais préféré des circonstances différentes. » « Pareillement, » répondit Pierre d'un ton apaisant. « Jacques m'a tenu informé. J'apprécie vraiment tout ce que vous avez fait pour mon père. » Un silence maladroit s'installa, alors que nous cherchions tous à naviguer dans cette intersection étrange de 2 familles rassemblées par la crise. Ce fut Mélissa qui rompit finalement le silence, avec sa logique habituelle. « Ils ne laisseront entrer que la famille pour le moment. Jacques peut te montrer le chemin jusqu'en soins intensifs. » Pierre hocha la tête, se tournant vers moi avec un regard interrogateur. Je le conduisis hors du hall, soulagé d'échapper à la tension. « Ta mère a l'air vraiment gentille », commenta Pierre en marchant. « Ça fait combien de temps qu'elle voit ton père ? » « Environ 6 mois, je crois, » répondis-je, réalisant combien j'en savais peu. Ce week-end était censé être spécial. Un genre d'étape dans leur relation. Pierre garda une expression impassible. Mon père ne m'avait jamais parlé de s'engager sérieusement avec quelqu'un. Mais c'est typique, il n'a jamais été du genre à partager ses affaires personnelles. Il me regarda fixement. Ma mère disait qu'elle aurait préféré qu'on se rencontre dans de meilleures circonstances. Vous aviez déjà eu des occasions avant ? La question raviva toute la confusion et la douleur d'hier. Je n'ai découvert leur relation qu'à notre arrivée au refuge. Apparemment, c'était prévu comme un week-end pour couple maman et Richard, Mélissa et Thomas. Je n'étais que le chauffeur. Pierre s'arrêta, me fixant intensément. « Tu as été exclu des plans ? Alors que tu as conduit tout le monde ? » Voilà à peu près, confirmai-je. Il secoua la tête, esquissant un sourire en coin. On dirait bien l'influence de mon père. Il avait un don pour créer des situations sociales compliquées. Ses yeux se radoucirent de compassion. Pour ce que ça vaut, je suis désolé que tu aies été pris entre 2 feux. Les familles recomposées sont déjà assez difficiles sans ce genre de départ. Les familles recomposées ? Le terme me surprit, je n'avais jamais pensé aussi loin, n'avais jamais envisagé que la relation de maman avec Richard pourrait, à terme, faire de ce parfait inconnu mon beau-frère en quelque sorte. La perspective était à la fois déstabilisante et étrangement intrigante. Nous arrivâmes à l'unité de soins intensifs, et je m'arrêtai en désignant le comptoir infirmier. Ils vont vérifier ton identité et te conduire à sa chambre. Je vais attendre ici. Pierre hocha la tête avec reconnaissance et s'avança vers le bureau. Je le regardai disparaître derrière les portes sécurisées, avant de trouver un siège dans la petite salle d'attente et m'installer, soudainement accablé par l'épuisement et par les tournants étranges que ma vie avait pris en moins de 24 heures. Je devais m'être assoupi, car la prochaine chose dont je me souvins fut que quelqu'un me secouait doucement l'épaule. J'ouvris les yeux pour trouver Pierre debout à côté de moi, son expression sobre mais résolue. « Désolé de te réveiller, dit-il, mais je voulais que tu saches. Papa demande à voir Marguerite. » Je m'assis bien droit. « C'est bon, non ? S'il est conscient et qu'il parle ? » Le médecin dit que c'est un signe positif, confirma Pierre en s'installant à mes côtés. Ils font une exception pour que maman puisse le voir, même si les heures de visite n'ont pas officiellement commencé. L'usage familier de « maman » me surprit, un rappel que nos familles commençaient déjà à se mêler. « Elle va adorer », dis-je en regardant ma montre.
Il était à peine 7h30. As-tu passé beaucoup de temps avec lui? Pierre hocha la tête. Assez pour l'instant. Il est encore dans un état groggy, mais cohérent. Il hésita. Il a même parlé de toi. Moi? Je ne pouvais cacher ma surprise. Il sait à peine que j'existe. Il a dit qu'il voulait s'excuser d'avoir gâché ton week-end familial. Les yeux de Pierre s'assombrirent. J'ai l'impression qu'il y a plus derrière cet aveu qu'un simple « désolé pour l'inconvénient de mon infarctus ». Je peinais à trouver les mots, ne voulant pas critiquer un homme en convalescence mais refusant de faire comme si l'humiliation d'hier n'avait jamais existé. C'est compliqué, dis-je enfin. La famille, c'est toujours compliqué, observa Pierre en étirant ses longues jambes devant lui. Écoute, je sais que tout est étrange, on se rencontre à peine, nos parents se fréquentent, et nous voilà dans un hôpital à l'aube après une urgence. Mais puis-je te faire part d'une observation? Je fis signe de continuer, curieux malgré mon épuisement. Mon père n'a jamais été doué pour la famille. Il veut bien, mais il est incapable de voir l'impact de ses actions sur les autres. Pierre retira ses lunettes, les essuyant sur le revers de sa chemise. Quand ma mère était mourante, il était à la fois l'époux le plus attentif qui soit et complètement inconscient de mon besoin de lui. La similitude avec ma propre situation était frappante. Ça me parle. J'ai passé des années à être en colère, poursuivit Pierre en remettant ses lunettes. La thérapie m'a aidé, au final. Mais ce qui a vraiment changé, c'est de comprendre qu'il n'excluait pas délibérément, il ne comprenait pas que je me sentais mis à l'écart. Il haussa les épaules. Ce n'est pas une excuse, mais cela m'a permis de séparer la douleur de l'intention. Ces paroles résonnèrent en moi, apportant une perspective à laquelle je n'avais pas songé. Maman et Mélissa avaient-elles voulu m'exclure, ou avaient-elles tout simplement omis de penser à l'impact de leurs actes? La distinction n'effaçait pas la peine, mais adoucissait quelque peu ses contours. J'apprécie ton point de vue, dis-je sincèrement. Ces 24 heures ont été confuses. Pierre esquissa un sourire. Pour nous tous. Il se leva en s'étirant. Je vais chercher un café avant la prochaine ronde de visite médicale. Tu veux que je te montre où se trouve la cafétéria? Nous marchâmes ensemble dans les couloirs silencieux du matin, la conversation dérivant vers des sujets plus légers, son métier de photographe d'architecture, mon travail en informatique, notre passion commune pour les parcs nationaux. Au moment d'atteindre la cafétéria, quelque chose avait changé entre nous, pas une amitié complète, mais une alliance naissante forgée dans l'adversité d'une crise familiale. Les 3 jours suivants se déroulèrent dans un flou de routines hospitalières, de chaises inconfortables et de rapports médicaux progressivement rassurants. Richard fut transféré des soins intensifs à un service de cardiologie classique, sa convalescence progressant sans complications majeures. Thomas retourna à Paris pour ses engagements professionnels, tandis que Mélissa resta, se déplaçant entre l'hôpital et le refuge où la réservation fut prolongée. Je partageais mon temps entre l'hôpital et la maison de Sarah, reconnaissant le réconfort discret que lui offrait sa chambre d'amis. Elle m'avait accompagné une fois pour rencontrer tout le monde, sa présence rappelant concrètement que les liens familiaux pouvaient s'étendre au-delà de la crise immédiate. Le 4e matin, en arrivant à l'hôpital, je trouvai maman et Richard seuls dans sa chambre, profondément engagés dans une conversation qui s'arrêta brusquement à mon entrée dans l'embrasure de la porte. « Jacques, dit maman, l'expression mêlant soulagement et nervosité, entre. On parlait de toi. » Richard semblait mieux porté, encore pâle, mais assis dans son lit, une nette amélioration par rapport au patient critique que j'avais aperçu la nuit précédente. Il m'étendit la main à mon approche. « Jacques. Merci d'être venu. Pour tout ce que tu as fait ces derniers jours. » Je lui serrai la main, ce geste formel convenant étrangement à notre relation particulière. « Je suis content que tu te rétablis. »« Mieux que prévu, confirma-t-il. Tellement que l'on envisage de te renvoyer à Paris dans un jour ou 2. » Il jeta un regard à maman. « Ce qui nous amène à ce dont nous voulions te parler. » Maman prit ma main et me conduisit vers une chaise à côté d'elle. « Richard ne pourra pas retourner à Paris immédiatement. Il aura besoin d'un endroit calme pour se reposer pendant au moins 2 semaines avant que les médecins ne l'autorisent à reprendre la route. » Je hochai la tête, toujours incapable de comprendre pourquoi cela me concernait autant.
J'ai proposé de rester avec lui, continua maman. Le refuge dispose d'une chambre accessible au rez-de-chaussée, et je peux travailler à distance. Elle serra ma main. Mais cela signifie qu'il me faut quelqu'un pour s'occuper de la maison, pour m'apporter quelques affaires de chez moi. La demande était pratique, presque raisonnable. Pourtant, je pressentais qu'il y avait plus derrière cette conversation que de simples questions logistiques. Bien sûr, dis-je. Fais-moi simplement une liste de ce dont tu as besoin. Il y a autre chose, dit Richard, d'une voix plus assurée que je ne l'aurais imaginé. Je te dois des excuses, Jacques. Des excuses sincères, pas juste un « désolé d'avoir gâché ton week-end avec mon infarctus inopportun ». Je jetai un regard vers maman, me demandant combien elle lui avait dit de la scène à l'enregistrement. Marguerite a expliqué ce qui s'est passé au refuge, poursuivit-il, répondant à ma question silencieuse. Comment tu as été exclu des plans, comment tu l'as découvert? C'était inconsidéré et cruel, et même si ce n'était pas mon idée, je n'ai pas réagi non plus. L'aveu direct me prit de court. J'avais espéré que l'incident serait balayé d'un revers de main, oublié dans l'urgence médicale. Quand je serai suffisamment rétabli, continua Richard, j'aimerais que nous repartions sur de nouvelles bases. Apprendre à te connaître, en tant que fils de Marguerite et en tant qu'individu à part entière. Si tu es d'accord. Je regardai tour à tour maman, anxieuse et pleine d'espoir, et Richard, sincère malgré sa faiblesse. La douleur du rejet initial n'avait pas disparu, mais les paroles de Pierre résonnaient en moi, m'aidant à distinguer la peine de l'intention derrière l'acte. Je serais ouvert à cela, répondis-je enfin. À une nouvelle page. Le soulagement se lisait sur le visage de maman. Merci, Jacques. Et pas seulement pour ce que tu as fait d'être venu à l'hôpital cette nuit, d'être resté, pour tout. C'est ce que la famille fait, dis-je simplement. Plus tard, en rentrant à Paris, seul dans ma voiture comme je l'avais été après avoir quitté le refuge, je réfléchissais à la manière dont ma compréhension de la famille avait changé en moins d'une semaine. L'exclusion douloureuse avait révélé des failles dans des relations que je croyais inébranlables, mais elle avait aussi ouvert la voie à de nouvelles connexions et à des conversations sincères qui, autrement, n'auraient peut-être jamais eu lieu. Sarah m'avait serré fort avant mon départ, me promettant des appels réguliers et une visite prochaine. Pierre et moi avions échangé nos numéros, un accord tacite pour que notre lien se poursuive au-delà de cette crise. Mélissa s'était excusée de nouveau, cette fois de manière plus sincère, s'engageant à être plus attentive aux dynamiques familiales à l'avenir. Et maman m'avait enfin vu, vraiment vu, pas seulement comme le fils fiable sur lequel on pouvait compter en cas de crise, mais comme un individu avec des sentiments qui méritaient d'être pris en considération. L'avenir serait semé d'embûches. La convalescence de Richard serait lente, la recomposition familiale complexe, et les nouvelles limites que j'avais posées toujours fragiles. Mais en regagnant Paris, le soleil d'octobre réchauffant doucement l'habitacle, je ressentais une possibilité qui m'avait longtemps échappé. Parfois, il faut un moment de rejet total pour faire place à un nouveau départ, un départ fondé sur une compréhension plus claire et un respect plus profond. Alors que l'autoroute s'étirait devant moi, je me sentais, contre toute attente, reconnaissant pour ce chemin douloureux qui m'avait conduit ici, à cet instant d'optimisme discret quant à ce qui pourrait advenir.